250 nouvelles villas pour les gendarmes, une œuvre de la mutuelle de la gendarmerie nationale. Ces nouvelles infrastructures situées à Moutougoula doivent permettre d'améliorer les conditions de vie des gendarmes et de leurs familles. Une initiative saluée par le ministre en charge de la sécurité. Retour sur cette cérémonie d'inauguration dans quelques instants. C'est parti pour l'édition 2024 du festival Mamelon Sikasso. Ce rendez-vous culturel et artistique de la capitale du Kénidougou s'intéressera à la cohésion sociale et de l'unité nationale. Une occasion aussi d'intégration des peuples à travers plusieurs activités culturelles, commerciales, artistiques et sportives. Merci d'avoir choisi ORTM 1 pour vous informer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Nous recevons sur ce plateau le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Avec vous un communiqué du gouvernement. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mû par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous le savez, certainement, notre pays a décidé de mettre fin à l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger, une décision qui intervient après l'ingérence de l'Algérie dans les affaires du Mali. Le Mali a été un soutien de taille et de la défense des intérêts de l'Algérie par les forces armées maliennes, surtout face aux colonisateurs français. L'historien Jean Bosco Konaré et l'ancien diplomate Djadje Yacouba Danyoko nous rappellent les faits au micro de Tamsir Diabaté et Mbarakou Maïga. L'Algérie doit au Mali une dette qu'elle ne pourra jamais payer de toute éternité. Pour que l'Algérie puisse parachever son combat pour sa libération, il lui fallait absolument un repli stratégique. Cette profondeur stratégique
lui a été offerte par le Mali, ce qui a permis à l'armée de libération nationale d'installer son QG à Gao, avec à la tête Bouteflika, et cette profondeur stratégique a permis aux combattants de l'armée de libération nationale de mener des attaques à partir du territoire malien. Ça veut dire que le Mali avait accepté en ce moment d'entrer en guerre pratiquement. Alors on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui l'Algérie s'enferme et invoque une disposition de sa constitution qui interdit à l'armée nationale de combattre en dehors de ses frontières. C'est pour toutes ces raisons que je dis que le comportement algérien, des responsables algériens qui aujourd'hui dirigent ce pays-là, c'est un comportement qui est inacceptable. Il faut le dire, les combattants algériens, l'armée de libération nationale étaient arrivés à bout de force. Et cette force supplémentaire-là, c'est à partir du Mali qu'elle a pu reconstituer cette force-là. Avant l'indépendance de l'Algérie, le Mali a engagé sa survie pour défendre l'Algérie. Déjà, dans la période de l'autonomie, c'est-à-dire entre 57 et 60, le Mali a apporté son appui au mouvement FLN. Le Mali a abrité les combattants du FLN avec le chef de la fraction qui était Bouteflika. Ça a été fait. Ensuite, le Mali a pris position pour l'Algérie indépendante dans le conflit sahraoui. Le Mali a pesé pour que la paix revienne. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Le temps passe. Ça s'est passé entre 62 et 63. Or, les gens qui sont nés en 62 63, quel âge ils ont aujourd'hui? Ils ont la soixantaine. Est-ce qu'on leur a raconté la révolution algérienne? Est-ce qu'on leur a raconté les relations maliano-algériennes? Qu'est-ce qu'il reste dans la conscience de la jeunesse algérienne? Qu'est-ce qu'il reste de ces rapports-là? En termes de voisins, ça ne se définit pas en termes de Gouli Kaboui placé en Gansiki, en ce moment-là, Diola. Donc il faut que le Mali récupère toute sa souveraineté. Et récupérer sa souveraineté, ça veut dire, premièrement, spatialement, géographiquement, ce qui lui est internationalement reconnu comme territoire. Je vous l'annonçais dans les titres, inauguration des 250 villas de moyen standing, dont 100 de type F3 et 150 autres type F4 de la mutuelle du gendarme à Moutoukola. C'est sous la présidence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, une cérémonie suivie par Agibou Koulibaly et Idrissa Traoré. C'est dans une atmosphère festive que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a officiellement inauguré les 250 logements sociaux destinés à la mutuelle du gendarme. Les bénéficiaires expriment une immense joie à cette occasion. Je remercie le chef de l'État, le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, qui n'a ménagé aucun effort pour que nos projets puissent être réalisés et qui nous a mis dans toutes les conditions. Et je suis autant heureux que de tels événements jusqu'à présent soient soutenus par le directeur général de la gendarmerie qui, à tout temps que la mutuelle ait besoin de lui, nous a soutenus. La concrétisation de ces bâtiments a été rendue possible grâce à la collaboration fructueuse entre la mutuelle du gendarme, la BMS et l'entreprise Sopromac. Ici à Moutoukoula, il y a 250 logements de type F3 et F4. Il y a 100 F3 et 150 F4. Donc dans les F3, vous avez 2 chambres, un salon, 2 toilettes, une cuisine intérieure. C'est bâti sur une surface de 200 mètres carrés. La surface bâtie même, c'est 89 mètres carrés. Donc pour les F4, nous avons 3 chambres, un salon, 2 toilettes et une cuisine intérieure. C'est sur une parcelle de 250 mètres carrés. La surface bâtie est de 117 mètres carrés. Depuis 5 ans, on est vraiment dans un partenariat très poussé avec la mutuelle du gendarme. On a fait 220 logements à Banankoro qui a marché. Aujourd'hui, nous sommes pour l'inauguration de 250 pour Moutoukoula. Et puis c'est un partenariat qui marche très bien avec le trio BMS,
Sopromac SA et puis la mutuelle du Jeanne. Il est à noter qu'actuellement, l'une des priorités des autorités de la transition est d'améliorer les conditions de logement pour les femmes. Ces nouveaux logements représentent bien plus que des briques et des fers. Ils représentent l'espoir, la dignité et la garantie de l'amélioration d'une vie meilleure pour les familles des bénéficiaires. Je tiens d'abord à saluer le dynamisme de cette mutuelle du gendarme. Aujourd'hui, offrir un toit à quelqu'un, à une personne, à un chef de famille, c'est lui offrir la vie, c'est lui offrir le sourire et même la dignité. Donc je tiens, au nom des plus hautes autorités de ce pays, au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, à leur adresser nos vives félicitations pour cette initiative. Et par la même veine, saluer tous ceux qui ont eu à accompagner cette initiative, cette construction. Je tiens à féliciter la société Sopromac qui a fait quand même une très belle réalisation, la qualité des bâtiments, et remercier aussi la BMS qui a accompagné cette initiative. Et par la même veine, souhaiter une très bonne chance pour les mutualistes et inviter encore la mutuelle du gendarme à continuer à œuvrer, à faire des œuvres pareilles pour le bien-être des mutualistes. L'inauguration des 250 villas constitue une parfaite illustration du partenariat sérieux et responsable qui lie la BMS à la mutuelle du gendarme et à Sopromac. Restons toujours avec les mutuelles, mais cette fois-ci, il s'agit de celle de la protection civile qui a tenu sa 15e Assemblée générale. Présentation et adoption des rapports d'activité de l'exercice 2023 et celui du budget de l'exercice 2024 étaient les points essentiels inscrits à l'ordre du jour. Suivons le commentaire de Mohamed Sangari. Ils sont venus des régions et du district de Bamako pour assister à cet exercice démocratique de la mutuelle sociale de la protection civile MIPROTEC, un rendez-vous annuel qui offre l'occasion aux délégués de cette association d'évaluer les activités du conseil d'administration afin de corriger les insuffisances et faire des recommandations. Après examen des dossiers soumis à l'ordre du jour, des perspectives ne manquent pas aux dirigeants pour le bonheur des soldats du feu. Afin de relever ces défis, le conseil d'administration envisage, entre autres, la concrétisation du projet de logement économique Un bon pied, un toit, la concrétisation du projet d'informatisation de la gestion administrative et financière de la mutuelle, la finalisation des échanges avec le service financier de la Direction générale de la protection civile sur le prélèvement des cotisations des adhérents dès leur intégration à la protection civile pour éviter les retards de cotisation sur les nouvelles recrues. La Direction générale de la protection civile a salué les efforts des responsables de la MIPROTEC dans l'amélioration des conditions de vie des sapeurs-pompiers du Mali. C'est le lieu de vous réaffirmer que la Direction générale de la protection civile continuera à vous soutenir, à soutenir la mutuelle pour que nous puissions atteindre tous les résultats tangibles qui ont été présentés par son président ce matin. Notre présence parmi vous, devenue traditionnelle, est la manifestation de tout notre engagement à vos côtés pour le développement du mouvement mutualiste malien à un moment où les défis sont énormes. À noter que la MIPROTEC est un outil de solidarité et d'entraide pour l'épanouissement socio-économique de ses adhérents. L'ambassadeur de l'Inde au Mali a célébré le 75e anniversaire de l'adoption de la Constitution de l'Inde. C'était autour d'un repas dînatoire au Centre international de conférences de Bamako, une rencontre conviviale qui a enregistré la présence des membres des institutions de la République, du corps diplomatique et des acteurs du secteur privé. Le temps fort avec Bokari Koulibaly et Mamadou Sidibé. Dans une ambiance bon enfant, Indiens, Maliens et d'autres corps diplomatiques célèbre le 75e anniversaire de l'adoption de la Constitution de l'Inde. Occasion pour le chargé des affaires à l'ambassade du pays de Mahatma Gandhi de rappeler quelques réalisations clés effectuées au Mali, notamment dans le domaine de l'éducation, des infrastructures, du développement des ressources humaines, entre autres. L'Inde et le Mali partagent d'excellentes relations basées sur l'égalité, le respect mutuel et des valeurs communes qui se reflètent dans la coopération bilatérale florissante et les partenariats étroits dans les forums multilatéraux. L'Inde reste déterminée à soutenir le peuple et le gouvernement du Mali dans leur quête d'une paix durable, de la sécurité, du développement et de la prospérité. Et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères
de féliciter la République indienne pour ses soutiens constants et multiformes à l'endroit du peuple malien. Les relations séculaires existantes entre le Mali et l'Inde et basées sur des valeurs communes ont le mérite de se renforcer et de se consolider davantage pour le bonheur des deux peuples. Le gouvernement du Mali salue également tous les appuis considérables du gouvernement indien en faveur du développement de notre pays. Toutefois, il convient de souligner la nécessité d'approfondir la coopération qui s'étend sur plusieurs domaines tels que les mines, la défense, la sécurité, l'agriculture, l'élevage, les énergies renouvelables et la formation professionnelle, et de l'élargir en vue de prendre en compte les nouveaux défis de l'ère. Des prestations folkloriques des cultures indiennes et maliennes et le tout accompagné d'un buffet garni ont agrémenté le 75e anniversaire de la République indienne à Bamako. Les étudiants en journalisme communication de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako, apprennent davantage sur la détection et la vérification des fausses informations sur les réseaux sociaux. Cette session a été initiée par le projet Yélin de Bembéré, le compte rendu de Awa Adaman Koulibaly et de Sidiki Balo. Les fausses informations constituent une inquiétude générale et un défi pour les professionnels de l'information. Les futurs journalistes et communicateurs doivent donc prendre conscience et bien s'outiller pour mieux exercer leur profession dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Nous avons appris quand même à travers votre formation de ce matin que le monde a besoin d'une sensibilisation nécessaire pour pouvoir décliner les désinformations. Et on doit vérifier les informations sur les réseaux sociaux pour savoir si l'information est pertinente ou non. Le fake news fait désormais partie du quotidien du journalisme malien. Maintenant, c'est aux journalistes eux-mêmes de savoir comment est-ce qu'ils doivent s'en sortir. Maintenant, de travailler à diffuser des informations crédibles et transparentes. Avec l'éclosion des réseaux sociaux, la lutte contre les fausses informations est plus rude. À défaut de venir à bout de ce phénomène, l'éducation aux médias peut être une solution pour amoindrir les dégâts engendrés. Il faut comprendre qu'on ne peut pas empêcher la circulation des fausses informations. Donc ce qui est possible, c'est de faire justement ce travail de vérification des informations. Quand nous voyons un contenu, en tant que journaliste professionnel, en tant qu'étudiant en journalisme, il faut savoir identifier, questionner la légitimité de la source et ne surtout pas se précipiter pour partager. Chaque mois, le projet Yélin collecte les fake news sur les réseaux sociaux et les analyse. Des articles sont ensuite produits pour informer et sensibiliser sur la rumeur la plus répandue. Parlons maintenant de cette campagne de sensibilisation sur les droits de l'homme et l'environnement au bénéfice des enseignants et élèves maîtres de Kangaba, un cadre d'échange initié par la Commission nationale des droits de l'homme. Il vise à informer la population locale sur les effets des changements climatiques. Suivons le compte rendu de nos envoyés spéciaux Bokari Koulibaly et Samou Diakité. Loin des salles de classe, les élèves maîtres de Kangaba reçoivent un cours magistral sur les bonnes pratiques environnementales en lien avec les droits de l'homme. C'est une initiative de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Il s'agit à la fois d'informer les populations sur leurs droits et d'établir le lien entre droits de l'homme et un environnement sain. Les conséquences des pollutions et des nuisances aujourd'hui qui sont des problèmes qui sont connus de tout le monde. Le conférencier a tenu en haleine pendant plus de 3 heures les étudiants et les enseignants sur les conséquences de la pollution des eaux, l'émergence des maladies zoonotiques, entre autres. Ça nous a permis vraiment de savoir beaucoup, surtout sur les liens qui existent entre l'environnement et l'homme. Nous ne manquerons pas vraiment de transmettre ce message que nous venons de recevoir de la part de la CNDH aux autres. La protection de l'environnement est une œuvre de tous les jours, de tous les instants menée par l'État et à laquelle les organisations de la société civile participent activement. La présente conférence s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Son organisation répond à l'impératif de combler les déficits liés à la prise en compte des questions environnementales dans les politiques et programmes publics. Ce rendez-vous du donner et du recevoir de la CNDH est à sa 2e édition à Kangaba. Les enseignements tirés de la rencontre devront permettre à la population locale d'améliorer la qualité des eaux, de l'air et du sol.
Direction Tombouctou, le bureau de l'UNICEF de la cité des 333 se met à la disposition de la région de Taoudéni une salle de conférence réhabilitée avec toutes les commodités. La remise de clés a été l'occasion pour les autorités régionales de faire les adieux au chef du bureau qui est appelé à d'autres fonctions. Taoudéni, Chérifou Moulay Aïdara. Grâce à la coopération avec l'UNICEF, la région de Taoudéni dispose désormais d'une salle de conférence flambant neuve avec toutes les commodités. Une salle avec plus de 100 places qui aura coûté plus de 15 millions de francs CFA, d'où la satisfaction des autorités régionales. La collaboration entre le bureau de l'UNICEF et la région de Taoudéni s'est densifiée d'année en année grâce à votre engagement personnel. Mais permettez-moi de mettre un focus sur la réhabilitation et l'équipement de cette magnifique salle de conférence qui est un joyau apprécié de tous les usagers et qui porte votre marque personnelle. Pour le chef de bureau de l'UNICEF, cette salle doit permettre au cadre de la région de mettre en œuvre des politiques et stratégies permettant le développement de la région. Nous avons donc mis des équipements des plus modernes pour que les différents acteurs, les autorités à divers niveaux de la région de Taoudéni puissent vraiment avoir un cadre propice à la réflexion. Tout est à faire encore dans la région de Taoudéni. La région de Taoudéni a plus que jamais besoin d'accompagnement, d'appui et dans tous les sens. Nous n'aurions pas fait ça si nous n'avions pas eu le soutien des autorités de la région. Cette cérémonie a été mise à profit par les autorités régionales pour faire des témoignages et remettre des cadeaux au chef de bureau qui est appelé à d'autres fonctions en RDC. En troisième région, c'est sous le signe de la cohésion sociale et de l'unité nationale que s'ouvrent les activités de l'édition 2024 du festival Mamelon Sikasso. Pendant une semaine, la capitale du Kénédougou vibrera au son et au rythme de l'art urbain, du développement social et de l'intégration des peuples à travers plusieurs activités culturelles, commerciales, artistiques et sportives. Compte rendu Moussokoro Sérimé et Suleiman Bamba. Le FEMAS, Festival Mamelon Sikasso, est un événement culturel à caractère touristique axé sur les valeurs traditionnelles et les modes de vie du Kénédougou. Pour cette 4e édition, les initiateurs ambitionnent de promouvoir l'art urbain comme vecteur du développement de l'industrie culturelle au Mali, mais aussi de contribuer à l'essor de l'économie locale à travers la semaine commerciale et minière de Sikasso. L'objectif de mettre en lumière le savoir-faire des artisans, également des commerçants locaux, également étrangers. Un festival, donc c'est un facteur de rassemblement des gens qui viennent d'ailleurs. Donc nous avons placé ce festival cette année, l'édition de cette année, sous le signe de l'unité nationale et de la cohésion pour soutenir les autorités de la transition. Le FEMAS s'étend du 23 au 28 janvier et sera consacré à des concerts géants, des ateliers d'échange et de formation dans le domaine de l'art urbain, des manifestations et animations commerciales, ainsi que des activités ludiques et sportives. Une véritable opportunité d'affaires et de découverte qui promeut le développement économique de la région, diront les autorités politiques et administratives. Ce festival n'est pas seulement un événement culturel, c'est un vibrant témoignage de notre riche héritage, un symbole de notre identité et un puissant moteur de notre développement régional. Il stimule le tourisme, valorise nos produits locaux et encourage les échanges commerciaux. L'édition 2024 du festival Mamelon Sikasso, le rendez-vous du donner et du recevoir, enregistre cette année la participation de plus de 200 exposants, d'ici et d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.